Hello à tous et bienvenue sur le podcast Shine Bright, le podcast qui t'aide à te réaliser pleinement. Aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir Pierre David, qui est le fondateur de l'Académie de la Haute Performance, qui est la première entreprise d'accompagnement à la préparation mentale pour les sportifs de haut niveau et entrepreneurs. Pierre a accompagné des milliers de sportifs de haut niveau et dirigeants à dépasser des plafonds de verre. Il a lui-même eu un parcours hyper atypique où il est passé d'une classe sociale à une autre avec énormément de réussite. C'est vraiment un parcours hyper inspirant que je vous invite à découvrir dans ce nouvel épisode de podcast. On y va tout de suite. Salut Pierre. Salut Nora. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Je suis trop contente de t'avoir sur mon podcast aujourd'hui. J'avais envie, Pierre, avec toi, de parler de comment est-ce qu'on peut libérer son plein potentiel. Parce que je trouve que tu es un exemple parfait d'une personne qui a réussi à briser plein de plafonds de verre. Donc j'aimerais déjà pour les auditeurs que tu te présentes, pour ceux qui ne te connaissent pas, de la manière dont tu souhaites. Oui, écoute, déjà merci pour l'interview. Ça fait toujours plaisir de partager. Donc Pierre, le prénom, David, le nom. Je suis fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. C'est une entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs, des artistes, des étudiants à se libérer pour exprimer son plein potentiel dans le milieu compétitif. Et avant cela, j'ai un parcours du coup plus de décrocheur scolaire. Donc j'ai repiqué ma 3e. J'ai pas eu mon brevet des collèges du premier coup. Les profs me disaient que j'étais fait pour des études courtes. À l'époque, je pense qu'ils n'avaient pas tort. Et en fait, j'ai commencé la boxe, le sport, et quand j'ai vu les sportifs de haut niveau, j'ai vu que souvent ils étaient étudiants. Et donc dans ma tête, je me suis dit, tiens, en fait, si je veux faire des études, si je veux faire du sport de haut niveau, je dois faire des études. Et donc comme ça, un petit peu par hasard, j'ai continué, donc bac STI, BTS, licence, master 1, master 2. Et donc je suis passé d'un élève qui était fait pour des études courtes à finalement quelqu'un avec un master 2, donc un bac plus 5. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivé en master, j'ai commencé la sociologie et j'ai vu la sociologie des classes sociales et j'ai vu que finalement, moi qui jusqu'ici, je pensais que j'étais pas très intelligent, on va dire, j'ai vraiment là-dessus, je me suis dit que finalement, c'était peut-être pas inné, mais plutôt acquis. Et donc, si je l'avais construit dans ce sens, je pouvais aussi le déconstruire et construire dans l'autre sens. Ok, donc c'est là que tu as eu une première prise de conscience des notions en fait d'impuissance apprise. Exactement. Finalement. Ouais. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui savent peut-être pas ce que ça veut dire, tu peux expliquer justement qu'est-ce que c'est l'impuissance acquise ? Ouais, apprise plutôt, je crois qu'on dit apprise. Apprise, ouais, alors je sais pas si c'est apprise ou acquis. C'est vrai que sur ce terme, je suis vraiment passé dessus, mais en gros, pour moi aujourd'hui, vraiment, si je résume de manière très schématique, c'est le fait que on va croire naturellement qu'on a des limites. C'est comme l'histoire de, je sais pas si tu l'as entendu parler, l'histoire de l'éléphant, où si toute la vie tu mets pendant 5 ans un boulet à l'éléphant, tu l'attaches à une corde et avec un cercle, il va jamais sortir de ça, même quand tu enlèveras la chaîne. Et bien pour nous, c'est un peu pareil. En fait, on va se fixer des limites par rapport à notre environnement et on va croire que c'est pas possible d'aller plus loin. Sauf qu'en fait, c'est vraiment possible si on déconstruit ce que l'environnement nous a conditionné. Parce que toi, du coup, pour que les auditeurs comprennent bien, tu es issu de quel milieu social ? C'était quoi ta vie avant ? Et aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Ouais, du coup, alors moi, je viens de classe populaire. Donc populaire dans le sens milieu de parents qui ne sont pas diplômés, qui ont travaillé, ma mère qui a fait les 3-8 à une époque, mon père qui travaillait dans des abattoirs, voilà, même si après il a évolué avec le temps. Mais voilà, donc classe populaire, non diplômée, stratégie sociale, vraiment de faire des études courtes. Et même mes parents, enfin mon père étant plus jeune, il me disait ouais, si tu fais un BEP tourneur-fraiseur, ce sera bien parce que tu auras du boulot avec ça. Tu vois. Et ce qui est top parce qu'il faisait ça de son point de vue et c'était le bon choix, enfin de sa part. Mais du coup, moi, le fait d'avoir rencontré d'autres personnes et notamment avec le sport, j'ai continué. Et aujourd'hui, justement, ce que je fais aujourd'hui concrètement, c'est dirigeant de l'Académie de l'Haute Performance. Donc, je suis dirigeant d'une entreprise qui est internationale puisqu'on est en Espagne et on a ouvert le marché anglophone.
On est la plus grosse entreprise de préparation mentale en France aussi. Donc voilà, concrètement. Ce que je fais. Et vous accompagnez du coup quel type de profil? Ouais, on accompagne du coup les sportifs qui avaient les mêmes blocages que moi à l'époque. Donc plusieurs fois finaliste de championnat de France, mais j'ai toujours perdu en finale. Euh, donc ça, c'est un gros point aussi de rupture. On accompagne des entrepreneurs aussi qui ont leur entreprise, mais qui, à un moment donné, ont du mal à passer un plafond de verre ou qui cherchent à diriger, à mieux inspirer leur équipe. Des étudiants aussi. On a des étudiants, des artistes, des militaires. Ok. Finalement, des personnes qui ont envie justement de franchir un cap, que ce soit dans leur carrière, dans leurs études, dans leurs performances sportives ou autres. Parce que du coup, toi, si on fait la rétrospective un peu de ce qui t'a amené à créer l'Académie de la haute performance et le process de dépolarisation que tu as créé finalement, qu'est-ce qui a fait un moment que tu as eu ce déclic et que tu as eu envie de créer cette entreprise et de transmettre ça? Enfin, quel a été le point de bascule où tu t'es dit j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aider des personnes à justement briser les plafonds de verre, leurs croyances limitantes, etc. Ouais, alors moi, c'est mon passé déjà de sportif, donc sportif de haut niveau. J'étais en équipe de France de savate boxe française, mais j'étais tout le temps numéro 2. C'est-à-dire j'ai fait 5 finales de championnat de France. Sur les 5, j'en ai gagné une seule, non pas grâce, mais à cause de mon mental. Moi, mon rêve, c'était d'être en équipe de France. Pour être en équipe de France, il fallait être soit numéro 1, soit numéro 2. Et donc, être en finale. Et du coup, jusqu'en demi-finale, je savais que j'allais gagner. Peu importe l'adversaire que j'avais, je savais que j'allais gagner. C'était déjà fait. En revanche, dès que j'arrivais en finale, dans les vestiaires, j'étais pas dedans. Et donc, je finissais ma compétition en me disant mais pourquoi je m'entraîne autant? C'est pour avoir ce type de résultat. Et donc, à l'époque, j'avais commencé la sophrologie dans mon club, j'avais commencé à faire de l'hypnose aussi, des stages en hypnose, d'auto-hypnose. J'avais de la préparation mentale en équipe de France. Tout ça, ça m'avait appris des choses, mais le blocage de fond était tout le temps présent. Et du coup, donc, j'ai continué de me former tout simplement. Je suis parti 20 jours chez des moines en Thaïlande à méditer, sans lire, sans écrire, sans parler. Là, j'ai eu mon premier déclic. Et après, j'ai continué à me former avec le docteur John DeMartini, donc, qui est un Américain et qui donnait des cours à Londres. Et là, sur un process qu'il fait, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe et que je me libère. Et je vois que dans la vie de tous les jours, je commence à oser prendre ma place. Chose qu'avant, j'étais le mec sympa, mais tout le temps me mettre en retrait et je préférais laisser les autres passer devant moi plutôt que moi m'imposer et prendre ma place. Et là, je vois que je commence naturellement à prendre du leadership, prendre ma place. Je commence à m'affirmer. Et je me dis, attends, le blocage que j'avais ici, c'est exactement celui que j'avais en tant que sportif. Et donc, je me dis, ok, go, en fait, je vais aider les sportifs, quoi. Et c'était quoi, du coup, justement, ce blocage maintenant? Comment est-ce que tu l'identifies et comment est-ce que tu as réussi à prendre ta place? Ouais, justement, donc le blocage, c'est tout ce qu'on fait avec la dépolarisation aujourd'hui, qui est un travail identitaire. C'est-à-dire que nous, on a justement, quand on parle d'impuissance acquise ou apprise, eh bien, étant petit, on va avoir comme référent nos parents et l'éducation, et on va rentrer dans des dogmes sociaux pour être quelqu'un de bien. Chaque être humain, au fond de lui, on peut prendre n'importe qui. Je pense que chaque être humain a envie d'être quelqu'un de bien. Et donc, on va développer des stratégies inconscientes pour ça et on va créer des concepts. On va dire, dans la vie, c'est important d'être altruiste. Dans la vie, c'est important d'être humble. Dans la vie, c'est important d'être gentil, d'être honnête, etc. Mais tout ça, en fait, c'est juste ce sont juste du formatage social, mais qui, en soi, sont juste relatifs, en fait. C'est-à-dire que pour les sportifs, par exemple, qu'on accompagne, c'est important pour eux d'être humbles. Et du coup, ils ne veulent pas être arrogants. Parce que l'humilité et l'arrogance vont ensemble. L'honnêteté et la malhonnêteté, ça va ensemble. La gentillesse, la méchanceté, ça va ensemble. Donc, dès que je crée un concept, je crée inconsciemment l'anticoncept. Et donc, ce qui va se passer, c'est que pour beaucoup de gens, ils vont vouloir un objectif. Je vais être, par exemple, si on prend le cas pour les sportifs, je vais être champion du monde. Mais au fond d'eux, ils vont se dire « Ah non, mais je suis qui ? Les autres aussi s'entraînent autant, etc. » Et ok, si tu lui demandes « Mais pourquoi tu ne dis pas vraiment ton objectif ?» Ils vont dire « Bah non, mais c'est un peu arrogant de dire ça. » Tu vois, et donc, en venant enlever ce concept d'arrogance et d'humilité,
naturellement, le corps va s'exprimer. Parce que chaque concept que l'on a et auquel on s'accroche, eh bien, le corps ne va pas vouloir nous faire aller dans cette direction naturellement. Si je prends l'exemple avec une femme, je me rappelle un de mes séminaires, qui, pour elle, c'était important d'être altruiste. Et elle voulait faire plus de sport, mais elle n'avait pas le temps. Elle me disait qu'elle n'avait pas le temps de faire de sport. Ok, pourquoi tu n'as pas de temps? Je passe trop de temps au travail. Qu'est-ce qui fait que tu passes trop de temps au travail? Du coup, on a beaucoup de travail et je reste. Tu as ton horaire qui finit à telle heure, pourquoi tu pars pas? Ah non, ça se fait pas. Pour mes collègues, j'ai pas envie de les laisser se débrouiller tout seuls. Ok, et là je lui dis, donc je parie que c'est important pour toi d'être altruiste. Oui. Et je parie que dans ton équipe, il y a quelqu'un qui part à l'heure sans même se poser de questions et tu te dis, mais lui, quel égoïste. Et elle fait, bingo. Tu vois? Et donc, ça veut dire qu'elle, au fond d'elle, elle avait envie de partir à l'heure, mais son subconscient lui disait, non, si tu pars, c'est égoïste et je veux surtout pas lui ressembler. Mm-hmm. Tu vois? Et du coup, en venant enlever le concept d'égoïste et d'altruiste, eh bien, elle s'est libérée et simplement, alors c'était marrant parce qu'elle était revenue à un séminaire 1 an plus tard. Je raconte l'histoire et elle lève la main, elle fait, ah oui, c'était moi. Et du coup, je fais, ok, c'est comment maintenant? Et elle me dit, ouais, maintenant c'est bon, je pars à l'heure et j'ai plus de charge à me dire, je suis égoïste. C'est intéressant ce que tu dis et parce que tu as ces deux polarités du coup d'altruisme et d'égoïste, mais finalement, là où tu vas être altruiste quelque part, parce qu'elle, du coup, j'imagine, elle partait tard du travail, quelque part, elle était aussi égoïste dans une autre sphère de sa vie, j'imagine, où finalement, quand tu es trop longtemps au travail, tu es moins avec ta famille, par exemple. Est-ce que c'est, du coup, la dépolarisation, est-ce que tu dirais que c'est justement ce fait d'intégrer toutes ces parts en se disant que finalement, tu n'es jamais un extrême ou un autre, tu es toujours un peu les deux? Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est montrer que, tu vois, quand j'étais chez les moines en Vipassana, j'ai réalisé que j'étais tout. En fait, qu'il y a une partie humaine qui est notre corps. Et il y a la partie être qui est la partie, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a vraiment, on est des êtres humains, on n'est pas que des êtres, pas que des humains. Et j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais être là en train de méditer. Et il y a plein de gens qui pouvaient trouver ça inspirant. Et en même temps, il y a plein de gens qui pourraient dire, ouais, Pierre, il est encore en train de penser qu'à lui, tu vois. Et donc, c'est-à-dire qu'au même moment, au même degré, je peux être jugé d'égoïste et d'altruiste en même temps. Ok. Ça, c'est l'existence. L'existence, c'est, tu vois, dans notre monde de dualité, une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu. Donc, une goutte d'eau ne peut pas savoir qu'elle a une goutte d'eau si elle est dans l'océan. Donc, je suis obligé de sortir de ça. Et en fonction de ça, tout le monde va me juger à chaque fois. Il va dire, en fonction de leur vécu, ils vont dire, ah lui, il est égoïste. Ah lui, c'est quelqu'un de bien. Ah lui, il est honnête. Mais en fait, tout ça, c'est juste valable selon un référentiel dans un espace, un temps et un contexte donné. Mais si je change de point de vue, eh bien finalement, ce concept, il est plus valable. Et c'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on n'est ni égoïste ni altruiste, on est juste nous-mêmes. Et en fonction du jugement que l'on pose dessus, alors on fait exister la partie égoïste ou altruiste de nous. Mais c'est valable que parce qu'il y a un regard dessus. Mais tu vois, du coup, c'est intéressant ce que tu dis, mais les personnes, elles vont s'identifier, je trouve, dans leur identité par rapport à ce qu'elles vont appeler des valeurs, finalement, d'honnêteté, d'égoïsme, etc. Et évidemment, personne n'a envie d'être égoïste, méchant, enfin, voilà. Du coup, comment est-ce que tu peux prendre une autre identité, entre guillemets, en fait, j'essaie de comprendre comment est-ce que tu conceptualises ça dans l'identité en enlevant ces notions finalement de valeurs qui peuvent pas nous définir réellement finalement, parce on est toujours un peu des deux antipodes. Ouais, on sera tout le temps l'égoïste de quelqu'un et l'altruiste de quelqu'un, ça dépend juste du point de vue. Et donc, en fait, nous, ce qu'on va montrer, c'est que les valeurs sociales que l'on s'est construit, donc quand on dit moi je suis quelqu'un d'altruiste, je suis quelqu'un d'honnête et tout, ça c'est du blabla en fait, parce que dans les faits ça marche pas. Et ce que je montre dans le livre Préparation mentale gagnante, où justement je décris, il y a le personnage que l'on a. Donc quand on dit je suis telle ou telle personne, personne, ça vient de persona, c'est le masque. Et chaque masque que l'on se donne nous prive d'être nous-mêmes. C'est-à-dire, si on se dit moi je suis quelqu'un d'altruiste, ok, mais factuellement, genre, c'est simple. Hein, si on dit moi je suis altruiste, ok, donc
quand tu dis que tu es altruiste, juste dis-moi factuellement qu'est-ce que tu fais. Bah, je fais des choses pour aider les autres. Okay, si je lui fais noter à cette personne-là 20 ou 30 bénéfices pour elle de faire des choses pour le bien des autres, finalement, la personne va voir, elle se rend compte que c'est dans son intérêt personnel, pour se percevoir quelqu'un de bien, qu'elle fait des choses pour les autres. Donc, d'un point de vue, ça part de quelque chose d'égoïste aussi, si on change de regard dessus. Donc, tout le monde a toutes les étiquettes en lui. C'est juste, après, arriver à sortir de ces charges sociales et de se dire, mais non, je suis ni égoïste, ni honnête, ni malhonnête. Je suis juste moi-même, en fait. Parce que la vie, de toute façon, et ça les gens qui écoutent ce podcast peuvent analyser leur vie, mais la vie va nous amener à lâcher les valeurs fortes sociales que l'on a. Donc, c'est important d'être altruiste, humble, honnête, gentil. La vie va nous pousser à lâcher ça. Et si on ne lâche pas, on va avoir très mal. Est-ce que du coup, dans ta conception des choses, si une personne là qui nous écoute a un objectif à atteindre, selon toi, du coup, ce qui empêche une personne d'atteindre son objectif, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est justement le fait de ne pas s'autoriser à être aux antipodes des valeurs sur lesquelles elle a construit son identité ? Ou est-ce que c'est d'être trop focalisé sur un objectif matériel ? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu aiderais une personne qui veut atteindre son objectif à réussir à casser ces plafonds de verre qu'elle peut avoir comme toi tu l'as fait? La toute première chose déjà à prendre en compte, si quelqu'un par exemple veut se lancer dans l'entrepreneuriat mais n'ose pas se lancer, tu vois, j'ai envie de faire des conférences mais j'ose pas le faire, ou j'ai envie de parler d'un sujet mais j'ose pas le faire. La première chose qu'on demande c'est qu'est-ce que tu juges le plus ? Quels sont les traits de caractère qui t'agacent ? Et quelqu'un qui ose pas se lancer, très probablement, je suis prêt à parier que ce qui l'agace le plus, c'est les gens qu'elle perçoit illégitimes et qui sont à fond sur les réseaux sociaux alors qu'ils ne sont pas si compétents que ça. Donc, ça veut dire que consciemment, j'ai envie de le faire, mais inconsciemment, je me dis si je le fais, je ne suis pas encore assez légitime. Qui suis-je pour faire ça ? Donc, tout ce que je juge chez les autres, j'ai peur d'être jugé de la même chose. Donc là-dessus, c'est la première partie, c'est d'aller voir vraiment, de faire ce qu'on appelle, nous, la dépolarisation classique, où on va justement se réapproprier cette partie-là de soi. Et là, bizarrement, la personne, du jour au lendemain, elle va se mettre à faire des vidéos YouTube. Là, j'ai le souvenir de notre responsable pédagogique, à la base, du coup, qui était cliente chez nous. Quand elle m'avait contacté en 2019, c'était elle n'osait pas faire des vidéos YouTube. Elle n'arrivait pas à passer à l'action. Et derrière, pareil, qu'est-ce qui t'agace chez les autres ? J'aime pas les gens illégitimes. Ok, et du coup, on fait une dépolarisation dessus. Et du jour au lendemain, hop, elle s'est mise à faire des vidéos sur YouTube. Tu vois, nous, le point de vue qu'on a à l'Académie de l'Haute Performance, c'est tous les challenges qui nous arrivent dans la vie sur une occasion de reconnaître, accepter, aimer un trait de caractère chez nous. Ok, trop intéressant. Et toi, du coup, si on se remet sur ton parcours, qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ? Parce que tu as eu un parcours où tu n'étais pas a priori autour d'entrepreneurs, tu étais à la fac en sociologie, visiblement, du coup, c'est loin de l'entrepreneuriat et des écoles de commerce, etc. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, OK, moi, je vais aussi lancer ma boîte ? Ouais, ça s'est fait en 2 étapes. Il y a eu la première étape où j'ai cette prise de conscience grâce à ma première formation qui était en hypnose, où mais en fait, il y a un mode d'emploi du cerveau et on devrait d'abord nous apprendre comment fonctionne notre cerveau avant de nous apprendre des compétences extérieures. Donc là, je me dis, si j'avais appris ça, peut-être que je ne me serais pas senti débile. Et donc là, j'ai mon truc en mode, OK, je vais changer le monde de l'éducation nationale, je monte mon association. Là, je prends une belle loi d'attraction, c'est-à-dire que je rencontre un prof qui me fait rencontrer un gars. Bref, et ça va très vite. En 2-3 mois après, on était en mai, en septembre, j'interviens avec ma première classe de décrocheurs scolaires. L'année d'après, j'interviens dans... c'était 1, 2, 3. J'interviens dans 4 lycées l'année d'après. Ok. Tu vois, donc je travaillais, je crois, 3 jours par semaine dans les lycées avec les jeunes en décrochage scolaire. Et en fait, après, je vois que je passais au niveau supérieur en mode avec les profs et tout. Je fais des conférences pour des profs sur les neurosciences. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire ? Et je vois que ça avance, mais je vois qu'il y a un plafond de verre aussi. Je vois que je ne pourrais pas pousser plus haut. Et du coup, en parallèle, il y a du coup, j'avance sur le côté avec De Martini, sur la dépolarisation. Et je me dis, j'ai vraiment cette envie d'avoir un impact.
Et je me dis que l'impact que je vais avoir avec l'association, ça ne se fera pas, mais pour ça passera par une entreprise. Et vu que mon colocataire de l'époque se lance dans l'entrepreneuriat et se développe plutôt bien, directement, je me dis, OK, en fait, Internet, c'est un levier pour faire passer un message. Et donc là, ça commence vidéo YouTube. Ok, tu as commencé avec les vidéos YouTube, Ouais. du coup, toi. Et tu parlais de quoi, du coup, dans tes premières vidéos? Je De ce que parlais tu enseignais aux étudiants aussi? Oui, Ok. exactement. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par mon séjour de méditation Vipassana que j'avais résumé en 2017. Ok. Donc voilà, j'ai commencé par ça. J'ai dû faire 16 vidéos les premières. Et après, où est-ce que tu es arrivé au stade où tu es passé de vidéos YouTube à entreprise? Ouais, c'est au moment où j'ai vraiment pris la décision où j'ai pris la décision. Je me rappelle quand j'ai eu le nom Académie de l'Haute Performance. Donc je monte l'entreprise quand même pour vraiment avoir un impact, mais j'avais pas ma cible, tu vois, j'avais pas la cible précise. Je voulais un peu aider tout le monde. Et donc on est en septembre 2018. Je monte l'entreprise en septembre 2018. On arrive donc là je vivotais. Et en mars-avril 2019, je sors d'une session de chiropracteur. J'ouvre la porte. Je me rappelle, il y avait du soleil et tout à Nantes. J'ouvre la porte et là, je suis Académie de l'Haute Performance. Et là, j'ai l'image, on m'a donné la plus grosse entreprise française. Tu vois. C'était fait. C'était déjà... Et tu avais déjà ta cible en tête de sportif de haut niveau, du coup? Ouais, C'était sportif de haut niveau au départ? Alors, ouais, moi, ça a été directement les sportifs de haut niveau que j'ai voulu aider. Mais au moment où j'ai la vision Académie de l'Haute Performance, je me dis sportif de haut niveau, et là, j'ai attaqué fort avec publicité sur Facebook et tout, où les sportifs se sont vraiment reconnus à mon storytelling, en fait, à mon message. Parce que tu parlais de ta propre histoire aussi, du coup. Et donc, tu as fait directement pub, tu es directement passé sur de la pub méta pour lancer ton entreprise, tester l'idée, du coup. Ouais, j'ai même pas... Je crois que j'étais tellement convaincu que moi, je n'ai même pas pris le temps de tester. C'était en mode go, on y va. Je savais que ça allait marcher. J'avais zéro doute. Ok. J'avais zéro. Okay. À ce moment-là, c'était assez dingue. Du coup, zéro symptôme de l'imposteur pour le coup. Oui, mais parce que tu as vu que ça marchait sur toi déjà. Et comment ça s'est passé avec tes premiers clients du coup? Les premiers clients. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens très bien. Il y a Valentin et Pierre en même temps. Donc Valentin qui était basketteur de National 3. Aujourd'hui, je sais pas où il est. Je sais qu'il a fini son doctorat aussi cette année ou l'année dernière. Et Pierre qui était BMX freestyle. Donc je m'en souviens bien avec Pierre qui était ouf parce que il y avait Valentin, c'était intéressant parce qu'il était bridé sur le terrain parce que des fois il arrivait au panier et au lieu de tirer, son intuition lui disait shoot, il passait. Et je lui dis, OK, quel est le trait de caractère qui t'agace? Dans l'équipe, j'ai quelqu'un de trop égoïste. Tu vois. Du coup, il ne voulait pas ressembler à cette personne, donc il passait au lieu de tirer. Donc pareil, on fait une dépolarisation et derrière, il se met à bien jouer avec ça. Et Pierre, lui, c'était assez ouf parce que c'est vraiment arrivé sur l'identité, en mode, j'ai vraiment envie d'écrire l'histoire du BMX, etc. Et on arrive, il s'abîme un peu les ligaments croisés avant une grosse compétition, le Festival international des sports extrêmes de Montpellier en 2019. Et il voulait faire une figure que personne n'avait réalisée au monde dans ces conditions-là, sur un parc. Voilà. Et du coup, son entraîneur lui dit ouais, l'attends peut-être pas, quoi. C'est quand même chaud, va plutôt marquer des points, quoi. Joue la sécurité. Et en session, je lui dis toi, t'as envie de devenir qui à travers cette compétition? Il me dit, je veux être quelqu'un qui rentre dans l'histoire. Et cette personne, elle ferait quoi? Elle tenterait. OK, si tu loupes, au moins, j'aurais pas de regret. Et le gars, il fait la figure, il pose la figure. Et ouais, c'est le premier à avoir posé, alors je sais pas le nom de la figure en BMX, mais c'est le premier à avoir posé cette figure-là sur parc. OK. Donc, gros impact. Bah ouais, trop intéressant. Et ça, c'était tes deux premiers clients, du coup. Deux premiers clients, et après, l'autre événement marquant, alors après, ça se développe. Alors, il y a eu Valentin aujourd'hui. C'est marrant, j'ai fait Valentin qui était tout timide, il n'osait pas parler aux gens et tout. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il a sa chaîne Instagram, il a ses premiers clients, il entraîne les gens à bien jouer au foot. Okay. Donc voilà, et c'est un joueur de foot national aussi. Et du coup, j'ai fait une petite intervention pour j'étais vraiment touché pour ses clients l'autre jour. Et l'autre événement marquant, où là, ça m'a fait dire, OK, là, le game, il est plié. En octobre 2019, il y a quelqu'un qui voit mes publicités.
5 finales de championnat de France, une seule victoire, donc pas grâce, mais à cause de mon mental, blablabla. Et le gars, Michel, il m'appelle en mode Pierre, dans ta pub, tu parles de moi. J'ai commencé, il fait moi, chaque fois que j'arrive en championnat du monde ou en championnat d'Europe en judo vétéran, je perds. Et il fait, ça fait 2 ans que je fais de la prep mentale classique et tout, et à chaque fois, je perds quand même. Et du coup, je lui dis, OK, je lui pose des questions. Je suis, ouais, voilà, ton blocage dans 1 mois et demi, c'est fini, quoi, t'en as plus. Et du coup, on bosse ensemble et il m'invite à Marrakech, du coup, pour les championnats du monde de judo en vétéran. En fait, du coup, le demi-finale, il gagne. Et il était assez serein. Et il y a son entraîneur qui arrive en mode ouais, Pierre, ton travail commence maintenant. À chaque fois, c'est après qu'il perd et tout. Je fais ouais, OK. Et dans ma tête, je savais que c'était fait, quoi. Le travail, c'est pas juste avant. Et il y a les finales qui arrivent. Et il gagne les finales de championnat du monde. Et moi, je suis dans les tribunes. Et là, j'ai les larmes aux yeux de gratitude en mode je comprends pourquoi je devais perdre mes finales, en fait. Mon destin n'était pas d'être champion de France de boxe. C'était de perdre en finale pour pouvoir chercher quelque chose qui allait me débloquer et aujourd'hui débloquer plus de 1000 sportifs qui ont été accompagnés. Trop bien. Ça, c'était l'événement vraiment en mode plus de doute. C'est les JO en plus là bientôt. Ouais. Vous avez accompagné des... Ouais, on doit avoir 10... Alors moi, c'est vrai que j'accompagne moins de sportifs qu'avant. Donc j'avais accompagné 3 médaillés olympiques à Tokyo et une à Pékin en hiver. Et là, on a une dizaine d'athlètes qui sont en lice, qui sont accompagnés par l'Académie de haute performance, par un coach de l'Académie de haute performance. Ok. Du coup, tu dis tu prends moins de sportifs de haut niveau, tu en accompagnes moins. Est-ce que c'est parce que tu es plus sur une autre cible aujourd'hui ? Ouais, c'est marrant ce qui se passe. C'est que là, j'ai l'impression qu'avec l'Académie de haute performance, entre guillemets, la torche, elle est transmise. Et si je meurs demain, il y a suffisamment de gens formés pour continuer à s'occuper des sportifs. Donc, je pense que la boule de neige, on ne peut plus l'arrêter. Par contre, moi, j'ai vraiment appris sur l'entrepreneuriat. Je m'intéresse de plus en plus à l'entrepreneuriat. Je vois à quel point je vois une entreprise comme un organisme à part entière et à quel point à l'intérieur, il y a des gens, toutes les petites cellules qui font fonctionner l'organisme. Et donc là, en ce moment, la passion qui est en train de naître de plus en plus, c'est comment est-ce que je fais redescendre la dépolarisation en entreprise. Trop intéressant. Donc du coup, tu accompagnes de plus en plus des entrepreneurs, des dirigeants ? Ouais, entrepreneurs, dirigeants. Là, en ce moment, j'ai une DRH d'un gros groupe, un DAF. Ok. Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre justement les entrepreneurs et les sportifs de haut niveau. Est-ce que tu as remarqué justement des choses qui reviennent souvent pour les entrepreneurs, puisque c'est surtout eux qui écoutent le podcast, sur justement les principaux blocages qu'ils peuvent avoir ? Selon toi, c'est lesquels qui reviennent régulièrement et à quoi est-ce qu'ils sont liés d'après ce que tu observes parmi toutes les personnes que tu accompagnes ? Ouais, pour moi, en effet, accompagner un sportif de haut niveau ou un entrepreneur, c'est la même chose. C'est exactement les mêmes blocages, sauf que le jeu entrepreneurial est infini, contrairement au jeu sportif qui est fini. C'est-à-dire le sport à haut niveau, en compétition, on ne pourra pas en faire toute notre vie, donc on est sur du court terme, sur des carrières de 5, 10, 15 ans maximum. Okay. Alors que l'entrepreneuriat, c'est un marathon. C'est infini, en fait. Tu peux te développer, on peut scaler, c'est infini. Donc, on a les mêmes problématiques de base qui sont à chaque fois, il y a un jugement qu'on réprime. On n'ose pas exprimer une vraie partie de nous et à chaque fois, c'est la même chose. Un entrepreneur qui n'ose pas déléguer, je parie qu'il va juger les gens. Il ne veut pas être jugé de quelqu'un d'égoïste. Ça m'est arrivé, mais moi, j'aimerais bien faire plus de vélo. Mais du coup, si je délègue, ça fait moyen. Je vais faire du vélo alors que mon équipe elle travaille. Donc, on va enlever ça. Il peut y avoir l'humilité, l'arrogance, des problèmes de légitimité aussi. Moi, ça m'est arrivé avec des entrepreneurs qui faisaient plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pour autant, ils ont toujours une petite voix qui leur dit c'est peut-être de la chance, fais attention, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Une espèce d'épée de Damoclès au-dessus d'eux et qui se disent mais quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Ou alors ils tirent sur l'élastique et ils se disent mais ça va bientôt casser. En fait, ça casse pas. Donc ils continuent de forcer. Voilà. Mais en fait, du coup, est-ce que tu dirais que c'est à chaque... Par exemple, toi, si aujourd'hui tu prends ton cas personnel, est-ce qu'aujourd'hui tu as encore des plafonds de verre à briser et tu as encore de la dépolarisation que tu te fais toi-même à chaque fois pour avoir des nouvelles étapes ? Et si oui, justement, c'est quoi, toi, tes challenges aujourd'hui ? En fait, vu que le jeu il est infini en termes d'identité, c'est-à-dire qu'on va
En fait, ce qui se passe nous, dans le monde dans lequel on est ici pour évoluer, de notre point de vue sur Terre pour évoluer, on va avoir soutien de challenge au même degré. Et à chaque fois, c'est la même chose. On a un challenge qui arrive, hop, d'un seul coup, on trouve comment régler ce challenge. On arrive sur une phase de croissance. Une fois que la phase de croissance elle est là, on est sur une phase de plateau. Et soit on s'arrête là et on occupe d'autres domaines de vie, soit on a encore envie de pousser en entrepreneuriat, il va y avoir d'autres challenges, etc. Et à chaque fois, pour moi, c'est la même chose. À chaque fois, il y a une partie de moi que je ne reconnais pas, que je ne veux pas voir. Ah, mais attends, si j'augmente les tarifs, ça fait un peu arnaquer les gens. Si je délègue un peu plus, c'est un peu lâcher les autres dans mon entreprise. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de coachs. Et je suis soit je fais la dépolarisation moi-même parce que je vois que c'est une petite charge et je vois l'angle. Et du coup, je suis la méthode et je le fais. Soit quand je vois que c'est trop chargé émotionnellement ou que je ne vois pas l'angle, je demande à un coach de mon équipe de m'aider. Je dis tiens, là tu peux pas m'aider, on prend une demi-heure ensemble et j'arrive pas à passer le collapse tout seul. Ouais, et ça c'est hyper important, je trouve justement quand on est entrepreneur d'avoir un regard un peu extérieur, parce que finalement, on peut pas s'auto-observer. C'est dur de s'auto-observer et de voir là pourquoi j'ai ce blocage, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que souvent, c'est vrai, ce que j'ai remarqué, moi, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un blocage par rapport à mon entreprise, c'est par rapport à moi, en fait, en miroir, tu vois. 95% du temps, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est hyper intéressant de se dire, de ne pas finalement blâmer les circonstances extérieures, parce que ça, c'est la chose naturelle, en fait, que la plupart des gens vont faire, ou justement se dire j'ai pas envie de paraître comme ça, donc non, je vais pas m'autoriser à, comme tu dis, peut-être augmenter les tarifs, à ceci, cela. Alors que finalement, c'est, comme tu dis, une opportunité justement de s'autoriser à être, à exprimer une nouvelle partie de soi, une partie de soi qui existe déjà mais qui s'autorise pas à être exprimée pour justement aller vers l'objectif qu'on vise. Exactement. Et je trouvais ça intéressant aussi, hier, on avait parlé beaucoup d'épigénétique. Je trouve ça intéressant parce que je pense que ça aide aussi, au-delà du fait d'être accompagné, je pense que l'environnement et l'entourage dans l'entrepreneuriat, il est hyper important. Est-ce que toi, tu peux nous parler justement de en quoi tu as conscientisé aussi le fait que l'entourage t'aide à aller vers tes objectifs? Ouais, là-dessus, pour moi, c'est l'entourage aujourd'hui, l'environnement est primordial quand on veut évoluer, je pense. Je m'en suis rendu compte tout simplement, moi, quand j'ai commencé à me former et tout, j'ai mis quasiment toutes mes économies dans des formations de dev perso. Mais en même temps, j'étais au fond du trou à l'époque, après ma carrière sportive. Et je voyais certains proches qui me disaient « Ouais, Pierre, je te rends compte, c'est beaucoup d'argent, tu pourrais faire autre chose, etc. » Du coup, je leur disais « Ouais, mais là, j'ai pas le choix, en fait, je veux passer par là. » Et puis après, j'avais dit « Ouais, dans 5 ans, ce sera mieux. » Et en fait, par rapport à moi, par rapport à l'environnement duquel j'arrive, les gens trouvent que j'ai une réussite déjà qui est grosse, que c'est top. Pourquoi vouloir plus de croissance alors qu'en vrai, matériellement, j'ai tout pour être heureux. Alors que, donc ça, c'est par rapport à un environnement. Alors que quand je change d'environnement et que je vais dans un mastermind que je fréquente aujourd'hui, avec des entrepreneurs où il y a un plafond, souvent les entrepreneurs qui nous rejoignent, quand je vais avec eux, je suis limite petit, en fait, tu vois. Et Pierre, t'as qu'à faire ça en plus, et tu vas voir. Tu vois, et donc, c'est important parce que tout ce que notre subconscient valide comme normal, il le manifeste sans effort. Donc, si pour moi, c'est normal de faire 2 000 euros par mois, je vais les faire. Si c'est normal de faire 5 000 euros par mois, je vais les faire. C'est 10 000, je vais les faire. 50, 100 000, etc. En fait. Et quand on commence après à augmenter nos standards pour avoir pas un train de vie, mais pour avoir des standards qui répondent à cette identité. À l'impact que tu veux avoir aussi. Ouais. Eh bien, automatiquement, on va faire en sorte que des choses qui étaient difficiles avant deviennent normales. Et une fois que ça devient normal, c'est facile. Donc, le but, c'est d'avoir un environnement au maximum qui vont te dire bientôt tu feras ça, tu feras ça, tu feras tel chiffre d'affaires, tu auras tant de rentabilité. Et toi, tu fais OK. La première fois que tu l'entends, tu fais le gars, il me connaît mal. Et en fait, tu l'entends 1 fois, 2 fois, 3 fois par des personnes différentes. Et là, hop, ça rentre. Et une fois que c'est rentré, que la graine, elle est là, et qu'elle commence à germer, bizarrement, tu commences à développer d'autres comportements. Tu commences à avoir des idées que tu n'avais pas.
tu commences à faire des choses que tu n'aurais pas fait, tu commences à prendre des risques que tu n'aurais pas pris, et tu commences à voir que en fait, l'entreprise elle se développe, et toi aussi, en tant qu'être humain, tu te développes. Alors que si tu restes dans ton environnement de base, je ne dis pas de rejeter les gens de notre environnement, bien entendu, mais de savoir trouver un équilibre et de s'entourer de personnes devant nous, eh bien, on ne peut pas trop évoluer parce que les gens, sans le vouloir, par rapport à nos projets professionnels, sans le vouloir, c'est juste ce qu'ils projettent leurs valeurs et ce qui est important pour eux, eh bien, ils peuvent nous tirer vers le bas. Ouais. Et comment est-ce que quel conseil, justement, est-ce que tu donnerais aux entrepreneurs pour bien s'entourer et justement fréquenter des personnes qui sont à un niveau au-dessus ou là où elles veulent aller? Comment est-ce qu'elles peuvent rencontrer ces personnes? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place, par exemple? Il y a tout simplement tout ce qui est sur Internet, les podcasts, il y a ton réseau Happy. Je pense que c'est ce que tu fais, à créer un environnement qui est gagnant. Et puis après, aller se renseigner sur Internet, des gens qui sont taper des masterminds, des choses comme ça. Moi, c'est important, cette notion de mastermind. À l'époque, je l'avais lu dans Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Pour les gens qui ne connaissent pas ce bouquin, c'est un livre à lire, je pense. Où lui, il parlait de la notion du cerveau collectif et du mastermind. Et je pense que ça, le mastermind, aller rejoindre des gens qui sont au moins à votre niveau, vous, et quelqu'un qui est un niveau au-dessus, je pense que ça, c'est important. Moi, tous les ans, depuis que j'ai commencé depuis 5 ans, tous les ans, j'ai soit un mentor, soit un mastermind. J'investis tous les ans, j'ai un gros budget formation, mastermind ou mentoring. Et mentoring. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Il n'y a que comme ça que, effectivement, qu'on progresse et qu'on peut se mettre d'autres standards dans une autre normalité, en fait, d'être avec des personnes qui voient les choses comme normales, en fait, niveau que ce soit des tarifs, d'un train de vie, de stratégie que tu mets en place. En plus, je trouve que, comme tu dis, ça peut te donner des idées et t'aider à aller plus vite, finalement, dans ton développement, parce que toi, on ne le dit pas, mais finalement, tu t'es quand même développé vite pour quelqu'un qui est parti de zéro. Ouais, alors pour moi, c'est tout le temps trop lent, mais en effet, par rapport à beaucoup de gens, c'est rapide. Ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, je pense que tu te dis, comme tu as acquis tout le savoir, que tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux le reconstruire en peut-être un an. Enfin, voilà, tu as les compétences, mais en vrai, en partant de zéro, je trouve que ça a quand même été rapide. Tu as commencé en 2017 18, ouais. Enfin, j'ai fait 2018, mais j'intervenais encore dans les lycées. Donc, j'étais à mi-temps 2018-2019. Puis moi, je pense tout le temps en termes de saison. Comme une saison sportive, j'ai commencé en septembre 2018 jusqu'à juin 2019. Et après, je me suis focus à 100% sur l'entreprise en septembre 2019. Donc, ça va faire 2024, ça va faire 5 ans. Ok. En tout cas, bravo. Belle réussite. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent pour terminer le podcast? Ouais, encore. Alors, c'est le conseil qu'on est très souvent pas prêt à entendre parce qu'on va se focaliser sur des stratégies marketing, etc. Mais vraiment, tu l'as dit tout à l'heure, chaque blocage est souvent quelque chose en miroir à toi. Et moi, à titre perso et à travers toutes les personnes que j'ai accompagnées, je dirais que 95, si c'est pas plus, des blocages d'une entreprise sont dus à un effet miroir du dirigeant. Et que l'entreprise, c'est avant tout, pour développer l'entreprise à l'extérieur, c'est d'abord faire du développement de soi, parce que l'entreprise est juste le prolongement de qui on est. Ouais, je suis complètement d'accord. Et bien se connaître aussi, je pense que c'est important. Ouais, exactement. S'accepter aussi, du coup. Ouais. Et s'accepter dans toutes ses parts, bien, moins bien. Sachant que sans jugement, quoi. Ouais, c'est ça, sans jugement. Exactement. Tout est bien chez nous. C'est juste une question de référentiel par rapport à qui ou à quoi je me compare. Complètement. Merci beaucoup, Pierre. Avec plaisir, Nora. À bientôt. Salut. J'espère que ce podcast t'a plu et qu'il t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter avec la note qui te semble la plus juste et à me laisser un petit commentaire. Ça aide beaucoup en termes de référencement et moi, ça me permet de savoir que le contenu que je te propose te plaît. Si tu es une personne optimiste, ambitieuse, en quête de sens et qui a envie de redonner du sens dans sa vie professionnelle, je t'invite à télécharger gratuitement mon guide offert en 10 étapes pour commencer un réel travail d'introspection et voir ce qui te correspond vraiment. Puisqu'on l'a vu avec Pierre David, la connaissance de soi et l'alignement, c'est primordial à la réussite professionnelle, qu'elle soit entrepreneuriale ou salariale. Donc je t'invite vraiment à télécharger ce guide. Et moi, je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!